Bonjour, à toutes et à tous. Bienvenue, pour, notre webinaire. Donc je me présente, je suis Marion Fougeret, accompagnée, ce soir de mon collègue, donc monsieur, Richard Montero. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes tous les deux conseillers en immobilier d'investissement, Expat Invest by Résidétudes. Alors tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à l'UFE de nous accueillir une nouvelle fois pour ce webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre, donc merci à ceux qui nous connaissent déjà pour votre fidélité et bienvenue également aux nouveaux participants. Alors, nous sommes encore dans les temps, donc on va vous souhaiter une très belle année 2022 et n'hésitez pas à nous indiquer sur le chat le pays où vous vous trouvez. Alors, nous avons beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas encore les fondamentaux de l'investissement immobilier. Alors, nous prendrons le parti d'aborder les sujets dans les grandes lignes et nous reprendrons à vos questions dans la seconde partie de ce webinaire. Vous pouvez aussi nous contacter directement, soit par mail à expat-invest@resid-etudes.fr, par téléphone au 0033 153 232 565 ou directement sur notre site à expat-invest-resid-etudes.com. Cette vidéo sera envoyée dès demain par mail à tous les participants et sera disponible également sur notre site Expat Invest. Alors aujourd'hui, le webinaire va répondre aux questions habituelles que l'on se pose avant de réaliser un investissement immobilier et d'autant plus quand on se trouve à distance. La question du où, la question du quand et la question du comment. Alors, on sait déjà que le simple fait de réaliser un investissement immobilier n'est pas chose facile quand on n'est pas un professionnel et bien plus encore quand on est un Français de l'étranger. Le fait d'être à des milliers de kilomètres vous empêche d'effectuer ces démarches sereinement de par l'éloignement, la méconnaissance ou le manque de temps. Et malheureusement, déjà à ce stade-là, beaucoup d'entre vous abandonnent leur projet. Alors, on va essayer de vous donner quelques clés pour vous aider à mieux comprendre les différentes étapes. Mais maintenant, avant de répondre à ces questions, il y a une chose que vous devez connaître avant d'entamer toute recherche. C'est l'objectif de cet investissement. Ça paraît simple, mais ce n'est pas toujours très évident. Un investissement est une dépense immédiate dont l'objectif est d'obtenir un effet positif à moyen ou long terme. L'objectif apporte un lien indispensable entre le besoin et les moyens utilisés. Alors, on a pu identifier les principaux objectifs que vous pouvez avoir. Bénéficier d'un revenu complémentaire, vous préparez sa retraite, vous constituer un patrimoine immobilier, payer moins d'impôts ou protéger vos proches. En sachant que ces objectifs peuvent même être complémentaires. Alors maintenant qu'on a identifié pourquoi on va faire cet investissement, on va répondre à ces questions incontournables. Effectivement, merci Richard. Donc la question de où. Alors, quand on s'intéresse à l'investissement immobilier, la première chose que vous allez entendre, c'est les 3 critères, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc évidemment, être sur un emplacement qui va être stratégique, c'est ce qui va vous permettre à la fois une bonne valorisation de votre capital et aussi une bonne opération sur le long terme, à chaque étape, y compris sur toute la gestion de ce bien également. Donc beaucoup de questions vont se poser à vous. On va se demander si c'est bien placé, est-ce que ça va être bien entretenu, est-ce que le secteur est en développement, quel est l'environnement du bien, est-ce que le prix du loyer il correspond au marché, s'il y a des travaux à prévoir, qui va s'en occuper et comment je vais trouver des locataires. Donc à travers ce webinaire, c'est vraiment pour pouvoir vous accompagner sur toutes ces différentes questions. On parlait de l'emplacement, donc la première chose, pour pouvoir répondre à cette question de où, il va falloir s'intéresser à la question de pourquoi à cet emplacement-là. Il va falloir donc s'intéresser à la demande locative, c'est-à-dire au marché de l'immobilier locatif. C'est l'importance de la confrontation entre l'offre et la demande en prenant en compte les besoins actuels et à venir dans la société. Donc déjà sur ce point, on se rend compte que c'est pas si évident. Donc nous, notre activité, elle va consister à vous accompagner, à accompagner nos investisseurs sur ce point. Et notre expertise, aujourd'hui depuis plus de 30 ans, nous a permis de nous concentrer sur 2 marchés dynamiques et porteurs qui répondent à des besoins, qui sont les résidences étudiantes et les résidences pour seniors. On va donc s'assurer que chacun des emplacements que l'on sélectionne répondent à une demande qui va être supérieure à l'offre locative aujourd'hui. Donc, c'est des projets d'investissement qu'on va proposer sur toute la France où il va y avoir justement cette forte demande locative.
Alors, pour vous présenter un petit peu, parce que comment on choisit donc ces emplacements, c'est via des études de marché. Donc, on a décidé de vous montrer rapidement un exemple de ce qu'est une étude de marché, en l'occurrence pour répondre à ces besoins-là. Donc ici, on peut voir une étude de marché d'une résidence sur Chelles. C'est un bien qui se trouve en Seine-et-Marne. Donc, dans un premier temps, on va étudier, par exemple, la tendance démographique. Ça, c'est la première chose pour savoir si la segmentation des ménages, là en l'occurrence, c'est la résidence senior, donc par tranche d'âge. Là, on peut voir qu'on a plus de 10% de la population aujourd'hui qui a plus de 75 ans, mais que c'est en augmentation aussi dans les années à venir, puisque la population des 60-65 ans est également très importante. On va analyser le marché locatif, croisé avec les niveaux de revenus. C'est ce qui va nous permettre donc de définir justement la typologie des biens qu'on va proposer. Là, on voit bien que 62% des personnes seniors actuellement ont des revenus suffisants qui leur permettent d'accéder à ce type de logement. On va faire l'étude de l'univers concurrentiel. C'est important de savoir quelles sont les résidences qui existent, dans quel marché est-ce qu'on s'intègre. Le positionnement aussi. Là, on constate qu'avec une résidence, par exemple, comme celle-là, dans ce secteur, on reste sur un marché en développement. Il y a aussi des choses, des éléments qu'on va étudier qui sont plus compliqués, comme par exemple la perception d'un quartier par ses habitants. Il y a des zones qui vont être privilégiées par les locaux, donc il ne suffit pas uniquement de regarder les chiffres, mais aussi de connaître l'historique d'une ville, la manière dont certains quartiers sont perçus, pour répondre justement un peu plus aux attentes de ces populations. Donc ces différents éléments, c'est ce qui va nous permettre de nous assurer que la résidence, elle va bénéficier d'une demande supérieure à l'offre, comme on disait tout à l'heure, et pérenniser l'investissement sur le long terme. Pour donner une petite idée sur ce type de biens, nous, on va être sollicité sur environ 800 dossiers par an. Donc, il y a une première sélection qui est sur 400 dossiers, et au final, on va réaliser une quinzaine de résidences chaque année. Donc, c'est dire le choix drastique et le niveau d'exigence aussi auquel on souhaite répondre, notamment sur cette question cruciale de l'emplacement. Alors avant d'aller plus loin, on voulait faire un point sur les résidences dites de service. Il existe différents types de résidences. Tout d'abord les résidences étudiantes. Ensuite, nous avons les résidences seniors non médicalisées et les EHPAD qui sont, elles, des résidences médicalisées. Et ensuite, les résidences de tourisme, d'affaires et de loisirs. On a pu constater que la crise du Covid avait perturbé le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, et on a pris le parti de se concentrer sur 2 secteurs d'activité qui répondent à un besoin démographique et qui ont su tirer en plus leur épingle du jeu sur cette période compliquée. Marion, je te laisse nous les présenter. Oui, merci Richard. Alors, la première, tout d'abord, c'est les résidences étudiantes. Pourquoi les résidences étudiantes? Tout simplement parce que si on regarde au niveau des chiffres, on compte aujourd'hui 2,8 millions d'étudiants en 2021. Donc, les étudiants qui veulent faire leurs études en France rencontrent de nombreuses difficultés pour trouver un logement. Vous avez peut-être déjà même vous-même été confronté à cette situation, soit pour vos études ou même celle de vos enfants. Donc, en effet, le nombre de résidences étudiantes, il reste insuffisant puisque sur les 1,6 million d'étudiants inscrits à l'université en 2021, il y en avait plus d'1 sur 5 qui n'avaient pas de logement stable. Et on ne compte aujourd'hui, pareil, que 146 000 logements pour 960 000 étudiants. Quand on sait que 60% des étudiants quittent le domicile familial pour poursuivre leurs études. Donc, c'est des résidences qui vont permettre d'offrir aussi des conditions de réussite par des emplacements premium, on en parlait, en centre-ville, proximité des transports, mais aussi à travers un certain nombre de services qui vont être en adéquation avec les besoins. On trouve notamment un service d'accueil, c'est sécurisant, de ménage, de linge de maison, petit déjeuner, salle de sport, laverie, etc. Et puis des espaces communs, quand on sait que c'est important aussi, quand on quitte le domicile familial, de ne pas se sentir seul non plus. Donc, ça va leur permettre de pouvoir s'accompagner. C'est des biens qui sont meublés, équipés et qui sont généralement beaucoup plus fonctionnels de façon à garantir l'accès à un logement décent et de qualité. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 120 résidences sur toute la France dans ce secteur sous la marque Les Estudines. Et le deuxième marché dont on parlait tout à l'heure, c'est les résidences seniors. Donc, c'est des logements d'habitation qui s'adressent à des personnes autonomes, valides, semi-valides de plus de 60 ans. Comme l'expliquait Richard, ce ne sont pas des EHPAD. Ces résidences, elles s'adressent à des personnes qui ne veulent plus avoir de contraintes liées à l'habitation classique ou encore pour éviter l'isolement social. On sait aujourd'hui que c'est l'un des premiers fléaux sur ces personnes-là. Donc, ça leur permet d'être à la fois chez elles, tout en profitant quand même d'espaces de vie en commun,
commun et surtout d'être entouré. Donc pourquoi? Tout simplement parce que la population, elle vieillit, on le sait, on manque de logements adaptés et les seniors, ils sont aussi de plus en plus nombreux, mais ils vivent aussi de plus en plus longtemps. Ils sont en meilleure santé, ils ont envie de profiter de cette période de vie et c'est pour leur offrir de meilleures conditions. On sait qu'aujourd'hui, c'est quand même une urgence démographique. Donc à travers nos deux marques, les Girondières et les Palazzo, depuis 2007, on a un tout petit peu moins de 70 résidences seniors sur toute la France. Donc là aussi, c'est des appartements meublés, personnalisables, de studio au T3, avec des services d'aide à la personne. Donc comme je disais tout à l'heure, sécurisés 24 heures sur 24. Les locataires peuvent aussi conserver l'accès à d'éventuelles aides en fonction de leurs besoins et également, bien entendu, amener leurs animaux de compagnie, c'est important. Donc, on voit bien ici qu'il s'agit de deux marchés porteurs avec un manque important de logements aujourd'hui. Donc, on est là pour répondre à une demande locative. Alors, ensuite, la qualité des constructions. C'est un aspect auquel on pense moins parce qu'il est déjà plus complexe. Lorsque vous achetez un appartement classique, il est important de garder un œil attentif à la qualité. Et c'est vrai que c'est difficile quand on n'est pas sur place. Pour baisser les coûts, certains constructeurs peu scrupuleux peuvent accélérer les étapes de construction, ou utiliser des matériaux de moins bonne qualité. L'intérêt du promoteur, c'est de réaliser ses marges. Alors attention, ce n'est pas une pratique majoritaire, mais il faut savoir que ça peut exister. À la différence d'un gestionnaire qui sera très regardant sur la construction, puisque sa priorité, c'est la gestion de toute la résidence. Le plus gros risque ne revient pas au propriétaire, mais au gestionnaire. C'est lui qui va se charger de payer les travaux d'entretien courant et de réparation locative en cas de besoin. C'est donc son intérêt que la résidence soit construite et livrée en respectant toutes les normes. Alors effectivement, on va apporter une attention particulière à ces normes justement. C'est pour ça qu'on l'a intégré dans le OU, puisque c'est quand même important. Notamment, on pense aussi à l'impact environnemental, qui a de plus en plus de place dans les constructions. Et on va également se faire certifier ces résidences, comme on est sur des critères aussi spécifiques. Donc il y a plusieurs résidences qui ont obtenu des labels. Donc, si on regarde les labels au niveau des résidences seniors, il en existe plusieurs. Donc, ça peut vous permettre aussi de savoir ce genre de détails-là. Donc, le label HS2, par exemple, qui évalue le bien-être des résidents, la qualité des équipements, des logements, des services, la sécurité et l'environnement. Il y a un label aussi Visea, Vie Senior et Habitat. Ça permet de faire la distinction entre justement les résidences services seniors et puis les autres types de résidences. Le label NF, ça c'est un service aux personnes à domicile qui est délivré par l'AFNOR. Ça garantit l'existence et le respect de principes éthiques et un système de qualité dédié. On a aussi des critères pour les résidences étudiantes, bien sûr, avec un standard déjà au niveau des superficies, puisqu'en général, les biens qu'on propose font environ 18 mètres carrés, contrairement à des chambres étudiantes plus classiques entre 9 ou 10 mètres carrés. Et puis, donc, tous les normes aussi de construction actuelles. Donc ça, c'est vraiment une manière de protéger son patrimoine sur du long terme, de penser à cet élément-là. Alors maintenant qu'on vient d'aborder le où, on va aborder la question du quand. Et pour savoir quand se lancer, c'est l'analyse de vos objectifs et l'étude de votre situation qui permettra de répondre à cette question. On a abordé déjà en introduction les différents types d'objectifs et on va donc vous présenter 3 profils de clients que nous avons accompagnés dans leur projet. Alors, on a d'abord Maxime, donc 26 ans, qui a donc fait sa dernière année Erasmus et a enchaîné sur un contrat local aux Pays-Bas. Il est célibataire, sans enfant, et il est locataire sans aucun projet d'acquisition de résidence principale pour le moment, parce qu'on va le voir un petit peu plus tard. Donc, il reste ouvert à d'autres propositions sur d'autres localisations. Il a une épargne constituée de 45 000 € et il nous a dit « Je souhaite rester libre si d'autres opportunités à l'étranger se présentent et ne pas me prendre la tête sur la gestion d'un bien en location ». Alors, ses objectifs, c'est se constituer un patrimoine, valoriser son épargne avec un levier de crédit, avec un levier financier, et préparer sa future retraite. Alors, pour Maxime, le quand a été déterminé par le fait d'avoir trouvé sa stabilité en étant installé depuis déjà 3 ans, et en plus, puisqu'il a plus de rentrée d'argent que de sortie, il a plus de revenus que de charges. Donc, ça lui permet aujourd'hui d'utiliser sa capacité d'épargne ainsi qu'un meilleur placement pour orienter donc son épargne constituée. Et c'est cette situation qui lui a permis de se lancer. On a ensuite Mathilde et Eric, donc 54 ans et 61 ans.
Ils ont fait toute leur carrière à l'étranger, ils n'ont jamais travaillé en France. Et aujourd'hui, ils sont à la retraite, un peu prématurément, puisqu'ils ont vendu leur société récemment. La situation du Covid a un petit peu accéléré les choses. Ils avaient déjà un peu anticipé la situation, donc ils ont déjà prévu un complément de revenu. Mais ce ne sera pas suffisant parce qu'ils nous ont dit qu'ils souhaitaient garder leur qualité de vie. Donc, ils souhaitent placer une partie de la vente de leur société pour générer un complément de revenu, un complément retraite. Ils ont déjà un bien ici en France, donc une résidence secondaire, et souhaitent, dans le contexte, une fois que le contexte sanitaire sera un peu plus calme, pouvoir continuer à profiter, comme ils nous l'ont dit, en voyageant. Les objectifs de Mathilde et Eric, donc un arbitrage et placement de l'épargne et un complément retraite. Bon, ici, c'est encore une fois la situation du client, c'est-à-dire à la fois la vente de la société et le besoin d'un revenu complémentaire très proche qui les ont décidés à réaliser une opération. On a ensuite Christelle, 47 ans, séparée, 2 enfants étudiants. Elle a travaillé pendant 5 ans en France et puis a décidé de partir vivre au Canada où elle est restée. Elle a constitué une épargne en France, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Donc, elle a pu constituer une assurance vie à hauteur de 200 000 euros et elle est propriétaire de sa résidence principale au Canada. Elle a une retraite qui devrait être dans une quinzaine d'années et elle nous a dit « J'aimerais optimiser mon épargne qui ne me rapporte presque rien tout en préparant ma retraite ». Alors ici, les objectifs, c'est valoriser son épargne avec un levier de crédit, préparer sa future retraite. Donc, concernant Christelle, le point de départ, c'est la réception de son relevé de performance du contrat d'assurance vie qui a déclenché le besoin de réagir. Elle l'a reçu depuis quelques années, mais finalement, c'était le relevé de trop. Et donc, elle s'est dit que c'est absolument maintenant qu'il faut que je puisse optimiser cette épargne et puisse commencer à préparer ce complément de revenu. En conclusion, sur ces 3 cas, pour répondre à la question du quand, il est important d'identifier le fait générateur qui va déclencher le besoin de réalisation. Maintenant, on a répondu à la question du quand. Je crois que Marion va aborder la question du comment. Oui, merci Richard. Alors, je voulais juste faire une petite aparté, hein. Merci beaucoup, on voit toutes vos questions. Donc, comme on disait tout à l'heure, dans la deuxième partie du webinaire, on va pouvoir répondre justement à toutes vos questions au fur et à mesure. C'est pour ça que vous ne les voyez pas tout de suite. Mais voilà, et merci d'être aussi actifs et n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions, bien entendu. Alors, sur cette partie du comment. Alors, effectivement, on peut prendre plusieurs chemins pour atteindre une destination. Juste falloir trouver le moyen le plus adapté pour y arriver. Donc, pour répondre justement à cette question du comment, on va avoir différentes possibilités, plusieurs moyens, donc notamment le financement, la fiscalité, la rentabilité et la gestion. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Au niveau du financement, alors il y a pas mal de questions effectivement sur le financement. On se pose aussi pas mal de questions à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il vaut mieux investir en fonds propres avec un crédit? Est-ce qu'un apport sera nécessaire? À quelle hauteur? Et surtout en tant que non-résident, puisqu'il y a, comme je disais, plusieurs questions à ce sujet, est-ce que je vais trouver une solution de financement si je veux le faire avec un crédit? Alors, la réponse qu'on peut vous donner, c'est que il n'y a pas vraiment de règle ou de bonne façon déjà sur la meilleure manière de le faire par rapport à une autre. Et surtout, ça va dépendre de ce qu'on a évoqué en démarrant notre webinaire, c'est-à-dire quels sont vos objectifs. Et ensuite, on va voir quels moyens on va pouvoir utiliser pour réaliser votre investissement. Donc, c'est là qu'on va pouvoir vous conseiller. Emprunter en France pour un investissement immobilier, bien sûr, ça reste un moyen d'accéder à des taux qui sont intéressants sur un marché qui est stable, avec un taux fixe. Donc, quand on utilise le levier bancaire, c'est très intéressant pour cela. Il est difficile aujourd'hui d'établir des règles claires par rapport aux possibilités ou non en fonction des situations, hein, puisque chaque profil, chaque situation dans laquelle vous vous trouvez a ses spécificités. Mais de manière générale, hein, si on peut quand même donner 3 recommandations principales, puisqu'il y avait des directives qui étaient déjà en route fin 2019 et qui ont continué depuis, c'est déjà premièrement le taux d'endettement, qui ne doit pas dépasser 33% des revenus. Donc, c'est-à-dire que la mensualité du crédit de vos charges ne doit pas représenter plus d'un tiers de vos revenus. La deuxième chose, c'est les durées de crédit. Aujourd'hui, on évite de dépasser les 20 ans. Et la troisième chose, c'est l'apport moyen, on va dire, de 30%, avec un minimum de 10 à 15% en fonction des situations. Comme je disais tout à l'heure, ça reste d'ordre général. Donc, ce qui est important, c'est de réaliser une étude personnalisée par rapport à votre situation pour établir ensemble la faisabilité et le meilleur moyen pour mettre en place votre projet.
Donc cela dit, pour rassurer aussi beaucoup d'entre vous qui se posent des questions, il y a quand même beaucoup, de demandes et beaucoup de réalisations aussi d'achats immobiliers par un crédit en tant qu'expatrié et non résident, donc c'est possible. Il y a une très forte demande et la bonne nouvelle aussi, c'est que les taux d'emprunt restent extrêmement bas. Donc nous, on travaille avec plusieurs partenaires justement pour essayer de trouver, le financement, vous accompagner, dans le but de trouver la meilleure offre qui correspond le mieux à votre situation d'expatriation. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés justement, on va pouvoir, faire le point avec vous là-dessus. L'autre chose, donc, c'est la fiscalité, hein. C'est aussi un point qui préoccupe essentiellement les investisseurs, particulièrement quand on veut investir en France. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui existent aujourd'hui en France par rapport à la fiscalité, mais elles sont pas toutes adaptées, au niveau des pour la situation de non-résidents. Donc je pense aux dispositifs fiscaux, et là, je pense notamment à la réduction d'impôts qui, en tant que non-résident, ne vous concerne pas. Donc aujourd'hui, si vous réalisez un investissement immobilier locatif classique, il faut savoir que le loyer que vous allez percevoir, il va être imposé, hein, au taux minimum de 20% jusqu'à 30% à peu près, auquel on va ajouter les prélèvements sociaux, type CSG, CRDS. En revanche, avec le statut donc, que vous pouvez obtenir sur les résidences-services, ça offre la possibilité de ne pas avoir justement cette imposition puisque vous êtes sous le statut du LMNP. Donc c'est loueur meublé non professionnel. C'est un statut fiscal qui va permettre de générer des revenus complémentaires, donc défiscalisés pendant plusieurs années. Ça, c'est la solution qui permet d'échapper justement à cette fiscalité française. On va amortir comptablement l'investissement. Alors pareil, la fiscalité, c'est aussi assez précis, assez spécifique. En général, on a beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde non plus ce soir, on prendra le temps de vous envoyer une réponse personnalisée par la suite. L'autre point, c'est la rentabilité. On voulait faire un point sur cette chose, enfin sur cet aspect crucial d'une opération, surtout comment la calculer. Parce que c'est pas toujours évident, hein, c'est important de le faire avant de se lancer dans votre projet. Il faut savoir si ce que vous allez mettre en place est rentable. Donc c'est important de savoir, comment est-ce qu'on fait ce calcul. Donc si on prend une opération d'investissement classique, on va calculer la rentabilité de façon assez simple, c'est-à-dire vous prenez, le revenu locatif annuel divisé par le prix du logement, le tout multiplié par 100, ce qui va vous donner un pourcentage, en l'occurrence le rendement brut de votre opération. Mais ce qui va vraiment vous permettre de savoir si une opération est rentable, c'est ce qui va vous rester, c'est-à-dire la rentabilité nette de cette opération. Et là, pour la calculer, ça va devenir un peu plus complexe puisqu'on va prendre en compte toutes les charges, tous les frais liés à ce projet d'investissement. Donc notamment agence, syndic, copropriété, les travaux aussi éventuels, les remises aux normes qu'il peut y avoir, les assurances, et puis toutes les autres charges ou même risques locatifs qui vont être liés à ce projet. Et c'est comme ça qu'on va savoir si une opération est intéressante ou non. Et le dernier point dans cette partie du comment, c'est la question de la gestion. Donc, on l'avait déjà évoqué, hein, à plusieurs reprises, mais c'est une bonne gestion locative, c'est ce qui va vous permettre, d'assurer, un projet sur le long terme. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout quand on est loin. Donc, dans ce type d'investissement, justement, donc là, on parle d'un fonctionnement clé en main. Tout d'abord sur la partie, accompagnement, recherche de projet, puisque l'idée, c'est, tout commence avec la demande d'information, hein, la recherche d'un investissement qui va le mieux vous convenir. Donc, on va réaliser une étude avec vous, plusieurs études d'ailleurs, avec différents scénarios. On va définir donc votre projet, on parlait des objectifs, et cetera. Une fois que cette étude financière, elle est faite et que ça correspond, donc à ces objectifs et à votre cahier des charges, on va rechercher un appartement ou des appartements qui vont y correspondre. Ensuite, on va pouvoir les réserver, donc à distance, avec le contrat de réservation électronique. On va vous accompagner sur la partie financement. Une fois que le financement est validé, à ce moment-là, on signe l'acte définitif chez le notaire ou à distance, ce qui est aussi possible aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que vous êtes propriétaire de cet appartement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre la livraison de la résidence afin de percevoir ses revenus. Et c'est là qu'arrive la gestion locative. Donc cette gestion, elle va passer par un bail locatif qui est signé au même moment que l'acquisition du bien. Donc ça permet de tout définir au départ. Ce bail, c'est vraiment la clé de voûte de l'investissement. Et donc ce bail, il va vous permettre d'avoir une visibilité moyen-long terme, justement, de l'opération que vous allez réaliser, puisque ça va vous permettre de percevoir un revenu régulier, 365 jours par an, qui va être ensuite indexé. Ensuite, il va y avoir donc la gestion. On parlait du net de charge ici. Donc là, on parle du bail, hein, que l'on propose, que l'on connaît. Toutes les charges, donc
toutes les charges vont être prises en charge par le gestionnaire, justement. Donc, tout ce qui est entretien, réparation, gestion, mobilier inclus, donc réparation locative, etc. Tout ça est pris à la charge du gestionnaire. Également les assurances, et puis, comme je l'ai dit, donc syndic et copropriété. Il y a également un accompagnement sur la déclaration fiscale par notre partenaire comptable, et également un accompagnement sur la revente. Mais tout ça, on pourra aussi en reparler. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment les 4 points principaux qu'on voulait évoquer dans cette partie de comment. Donc, maintenant qu'on a pu aborder donc les questions du où, du quand et du comment, on va pouvoir reprendre les 3 exemples qu'on a pu voir tout à l'heure pour vous montrer quelles solutions on a pu trouver. Alors donc, on va retrouver donc Maxime, donc on rappelle des objectifs, donc constitution de patrimoine, valoriser son épargne avec un levier de crédit. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des questions sur le levier du crédit, savoir un petit peu en quoi ça correspondait. C'est le principe de pouvoir utiliser le crédit pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien immobilier, mais on pourra en reparler tout à l'heure sur les questions-réponses. Et donc, en 3e objectif, préparer sa future retraite. Alors, la situation financière de Maxime, donc revenu 4 200 € par mois, il est locataire à hauteur de 1 000 €, et son cahier des charges, c'est un apport maximal de 35 000 € sur l'opération, durée du crédit la plus longue possible au vu de son âge, et une épargne mensuelle, donc un différentiel entre les charges et les revenus, donc de 500 € maximum, et toutes charges comprises. Notre solution, donc un bien immobilier TTC de 126 000 €, donc en sachant que quand vous investissez dans du neuf en résidence de service, il y a un principe de récupération de TVA. Donc, récupération faite des 21 000 € de TVA, le bien immobilier hors taxe revient à 105 000 €. C'est du meublé, donc forcément, il y a le mobilier, 3 360 €, et les frais d'acquisition qui correspondent aux frais de notaire et aux frais comptables, comme le disait tout à l'heure Marion, il y a un accompagnement en termes d'inscription et de représentation auprès du centre des impôts, l'ensemble à hauteur de 5 500 €, ce qui nous fait un total à financer de 113 860 €. Financé comment ? Déjà par l'apport personnel de Maxime, 35 000 €, et par différence d'un prêt amortissable de 78 860 €. Montant du remboursement, assurance comprise, 397 €, les charges foncières et comptables, 47 €, et un loyer hors taxe mensuel de 302 €. Donc on arrive par différence à un solde financier mensuel de l'opération, toutes charges comprises, de 142 € par mois. Donc ce qui est bien inférieur aux 500 € que Maxime souhaitait, mais ça lui permet, grâce à son apport, et on verra sur les conditions de crédit tout à l'heure, de réaliser une première opération. Première opération projetée donc sur notre résidence Angers, donc les Estudines Saint-Serge, donc 5e ville étudiante de France. Vous pouvez voir donc sur l'appartement 412, donc appartement assez classique de 20 mètres carrés. Le résultat de cette opération, c'est quoi ? On a fait une constitution de patrimoine avec l'acquisition d'un appartement en résidence pour étudiants. On a valorisé son épargne en multipliant par 2,5 le rendement de son épargne de 35 000 €, puisqu'elle a été placée en assurance vie, ce qui est généralement le cas en fonds euros, et en utilisant le levier du crédit. Préparer aussi sa retraite grâce à un revenu locatif sur l'investissement. Avantage fiscal, tout à l'heure Marion parlait justement de l'approche de la fiscalité ici en France sur les revenus locatifs. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, donc 20 ou 30% forfaitaire, ni de prélèvements sociaux pendant 30 ans. Ensuite, Mathilde et Eric, donc rappel des objectifs, arbitrage et placement d'épargne, et complément retraite. Donc, cahier des charges assez simple, puisque c'était un paiement cash. Donc, ils ont un budget maximal de 600 000 €. La solution, un investissement donc TTC de 674 400 €. Donc, je vous rappelle, récupération de TVA, ce qui nous fait un prix immobilier hors taxe de 562 000 €. Mobilier, 16 500, frais d'acquisition, 14 600 €, soit un total à financer de 593 000 € et financé en totalité en cash à hauteur des 593 000 €. Cette solution s'est orientée sur la résidence Les Berges du Canal, donc résidence senior sur l'île de France, donc sur un 2 pièces, rentabilité d'ailleurs à 4,05%, et un deuxième appartement sur la résidence Palazzo Quiberon, donc
résidence avec un emplacement premium, puisque c'est l'une des rares résidences sur la presqu'île de Quiberon, donc toujours sur un 2 pièces, comme vous pouvez le voir, de 50 mètres carrés. Le résultat de cette opération, c'est quoi? C'est un arbitrage et un placement grâce à une diversification de leur patrimoine en immobilier et surtout le complément retraite. On a un revenu locatif de 21 756 € par an, soit 1 813 € par mois. Et avec l'approche justement de l'amortissement sur les résidences de service, ce sont des revenus qui sont nets d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Et pour finir avec Christelle, donc rappelle toujours des objectifs, valoriser son épargne avec un levier de crédit et préparer sa future retraite. Situation financière de Christelle, donc un revenu de 7 800 € par mois. Elle est déjà propriétaire de sa résidence principale sans encours. Et comme cahier des charges, donc un apport avec son contrat d'assurance vie à hauteur de 200 000 €, une durée de crédit de 12 ans, puisqu'elle voulait que son crédit se finisse à l'approche de sa retraite, et une épargne mensuelle où elle souhaitait que cette opération-là s'autofinance. La solution, c'est quoi? C'est un prix de l'immobilier, donc un appartement hors taxe de 300 000 €, avec mobilier et frais d'acquisition compris pour un total à financer de 316 100 €, et bien sûr financé grâce à son contrat d'assurance vie, et par différence avec un crédit amortissable de 116 100 €. Pardon. Le montant du crédit, 895 €, une taxe foncière et cabinet comptable à hauteur de 99 €, et le loyer par différence de 975 €, ce qui nous fait un solde financier de 19 €, toutes charges comprises. Cette solution s'est orientée sur une résidence qui se trouve à Bordeaux, donc toujours en placement premium sur un T2. Et le résultat de cette opération, c'est la constitution de patrimoine avec l'acquisition d'un appartement en résidence senior. On a aussi valorisé, puisque son placement était aussi en assurance vie en fonds euros, on a multiplié par 2,5 le taux de rendement de son épargne, et on a utilisé le levier du crédit avec ce financement sur 12 ans. Et on a préparé sa retraite avec les revenus locatifs de cet investissement. On a ici l'avantage fiscal, puisqu'elle va avoir des revenus nets d'impôts pendant 23 ans. On peut constater ici que on a une durée inférieure à celle de Maxime, puisque la proportion de son apport sur l'investissement est supérieure et qu'on a un crédit qui est sur une durée inférieure. Eh bien voilà, on a pu répondre à ces 3 questions, on a pu les mettre en perspective grâce à ces 3 exemples. On vient de finir cette première partie du webinaire. Maintenant, on va passer à notre habituelle séance de questions-réponses. Et je crois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, effectivement. Pour rappel, on va essayer de répondre au maximum de questions pendant le quart d'heure, les 20 minutes qu'il nous reste. On va essayer de répondre aux questions d'ordre général, comme on le disait au début, pour essayer que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous, puisque vous êtes quand même plus de 450 participants à ce webinaire, et on vous en remercie. Marion, je ne sais pas si tu as déjà sélectionné une question. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de questions. Donc, de toute façon, si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on pourra répondre par la suite en vous envoyant un message. Déjà, une première chose que je vois d'Olivier qui demandait par rapport au dispositif et les avantages fiscaux Censi Bouvard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport justement au financement et aux avantages fiscaux. C'est-à-dire que là, le Censi Bouvard, il s'agit de réduction d'impôts, ce qui, en l'occurrence, étant logiquement en tant qu'expatrié avec un foyer fiscal à l'étranger, ne vous concerne pas. Donc là, c'est pas le Censi Bouvard, mais c'est justement plutôt l'amortissement avec le LMNP qui peut être le plus judicieux. Après, bien sûr, ça dépend de votre situation, si vous êtes fiscalement en France ou complètement à l'étranger. Alors, il y a tout de même beaucoup de questions sur le financement. On a des questions. Il est impossible de trouver un financement pour les non-résidents. Les résidents étrangers ne sont pas intéressants pour les banques françaises. Alors, c'est sûr qu'il est déjà moins évident de financer une opération immobilière depuis 2019. Tout à l'heure, Marion a abordé déjà le sujet. Il y a certaines conditions qu'il faut avoir dès le départ. Donc, il faut avoir en moyenne 30% d'apport sur l'opération et respecter un taux d'endettement de 33%. Ces conditions-là sont vraiment variables en fonction de votre lieu d'expatriation, votre situation professionnelle,
votre situation aussi patrimoniale. Donc, il est assez difficile de pouvoir répondre à toutes vos questions-là. Il serait intéressant que vous puissiez nous envoyer les questions en direct par mail ou en nous appelant, parce que ça va nous permettre de pouvoir les étudier avec nos différents partenaires et de savoir quelles conditions on peut vous accorder. Ce qui est sûr, c'est que les conditions de taux, d'ailleurs l'une des questions se rapporte aux taux de crédit qui sont supérieurs pour les non-résidents que pour les résidents français. C'est vrai, vous avez des taux qui sont supérieurs, mais légèrement supérieurs. Et comme le disait Marion tout à l'heure, on a la chance d'avoir des taux qui sont historiquement bas. Donc, il est toujours très intéressant pour vous d'utiliser le levier du crédit. Et le levier du crédit, pour répondre, d'ailleurs, je réponds à beaucoup de questions, je suis désolé Marion, mais le levier du crédit, la question a été posée tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir utiliser un crédit immobilier où on va avoir un taux, si on prend un exemple de 1,40% plus 0,30 d'assurance à 1,70, alors que vous allez placer cet argent, vous allez faire l'acquisition d'un investissement immobilier locatif sur un rendement entre 3,5 et 3,90% ou 4%, tout dépend des programmes. Vous voyez, donc c'est le fait d'acheter de l'argent à la banque pour faire l'acquisition d'un bien immobilier qui va vous rapporter plus que ce que ça vous coûte. Voilà ce que l'on appelle aujourd'hui le levier du crédit, le levier financier. Alors, je voulais simplement dire aussi que la présentation sera envoyée vous allez recevoir la vidéo. Donc, c'est vrai qu'on a été un petit peu rapide sur les exemples, mais ça peut vous permettre de revoir un peu tout ça. Et vous pouvez aussi nous contacter et on peut voir justement des exemples peut-être plus adaptés à votre situation en l'occurrence. Si tu veux, Marion, j'ai une question d'Hervé Dao qui nous demande comment se passe la gestion comptable post-acquisition. Voilà. Oui, j'étais dessus. Tu veux y répondre? Oui, je peux y répondre. Donc, tout à fait, c'est ce qu'on a pu voir dans la gestion. Et là, en l'occurrence, donc, vous êtes accompagné pour les déclarations par un cabinet comptable qui est spécialisé également sur ce statut de LMNP. Et donc, c'est ce cabinet qui va permettre de simplifier les déclarations fiscales, justement. Donc, vous recevez un document qui sera alors envoyé. Et en cas de question, il reste aussi disponible pour pouvoir répondre. Mais ça permet, l'idée, c'est vraiment d'aller sur des investissements qui soient le plus simples et faciles pour vous en tant que propriétaire. Donc, il y a un cabinet comptable qui vous accompagne tout au long durant cette acquisition. Alors, on a une question de Nathalie Neuhofer. Que faire pour les Français non-résidents n'ayant pas de biens immobiliers ni d'assurance vie en France, comme Suisse et au Luxembourg? L'accès au crédit pour les non-résidents en Allemagne est difficile et les taux d'emprunt sont bien plus importants que pour les résidents. Bon, j'ai déjà répondu à une partie de la question tout à l'heure, mais je voulais juste faire un petit point. Même si vous n'avez pas d'épargne ici en France, vous en avez peut-être dans votre pays de résidence. L'important, c'est de savoir que dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas même, c'est une banque française qui financerait un investissement en France. Et si on doit avoir un apport de 20, 30 ou 40% en fonction du projet, vous pouvez rapatrier ces fonds pour justement réaliser cet apport. Soit en apport direct ou soit même en nantissement, vous pouvez déposer cette épargne-là auprès de la banque et de faire un financement sur un montant un peu plus élevé. J'espère que je suis clair. Je sais que ces notions de financement, ce n'est pas toujours très évident, mais comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir vers nous. On prendra le temps de vous expliquer ça au vu de votre situation. Oui, alors il y avait une question de Corinne qui dit qui nous demandait, donc vous avez mentionné le LMNP, qu'en est-il de la SCI? En fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le LMNP, c'est vraiment au niveau de la location de votre bien, c'est le statut que vous allez avoir en tant que propriétaire par rapport à la location. La SCI, c'est un autre montage, donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc là, le LMNP, c'est par rapport au bail locatif, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Je ne sais pas si tu veux expliquer un peu plus sur la SCI. Oui, la plupart des investissements se font en nom propre. Maintenant, il y a d'autres solutions pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que la SCI a été très populaire il y a quelques années. Elle revient depuis quelques temps sur les devants pour certains investissements. Alors, c'est un moyen. Il faut que vraiment, quand on parlait tout à l'heure d'objectifs, le fait d'investir en nom propre ou sous forme de SCI ou d'autres
va dépendre de votre objectif, de vos besoins. Il y a des avantages, mais il y a aussi certaines contraintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour investir en résidence de service, vous avez un statut de loueur meublé non professionnel et la SCI n'est pas forcément la structure qui est la plus conseillée. Il existe d'autres structures qui fonctionnent exactement de la même façon, qui sont plutôt la SARL de famille ou sinon une transformation de la SCI à l'IS. Mais bon, ça, on aura peut-être l'occasion de faire un focus là-dessus à un autre moment. Alors, pardon Richard. Mais non, mais je t'en prie. Oui. Il y avait une question de Martin qui demandait si les signatures électroniques suffisent quand on ne peut pas se déplacer, je suppose. Donc oui, effectivement, hein, de toute façon, il y avait déjà pas mal d'étapes qui pouvaient se faire uniquement à distance. Je pense notamment au contrat de réservation, etc. Et c'est vrai qu'avec la situation liée au Covid, maintenant, les actes pour les notaires peuvent se faire à distance. Donc ça, c'est une chose qui s'est mise en place. Bon, c'est plutôt positif. Et en l'occurrence, c'est toujours d'actualité. Donc, on peut faire cet investissement entièrement à distance. Comme quoi, le Covid nous a facilité Voilà. cette chose. Plutôt intéressant. On a Christine Brown qui nous dit « En investissant via un gestionnaire, est-il relativement simple de revendre le bien ou y a-t-il des contraintes ?» Alors, ce qu'il faut savoir, que vous investissiez en immobilier classique ou en résidence de service, ça reste de l'investissement immobilier. Vous êtes le seul propriétaire de cet investissement. Hein. Il n'y a pas de contrainte au niveau de la revente. Vous pouvez revendre dès le lendemain du passage notaire. Ce n'est pas le but de l'opération. Hein. Quand on investit en immobilier, on n'investit pas sur du court terme. D'ailleurs, on n'est pas ici en France sur un marché qui a une vocation spéculative. Non, on est plutôt sur une orientation sur du moyen ou long terme. Donc, vous pouvez revendre à tout moment. Et d'ailleurs, on a, nous, un département revente, puisqu'on est, on est quand même assez peu sur le marché, à avoir un département qui est structuré, qui nous permet de pouvoir accompagner nos investisseurs jusqu'à la revente de l'appartement. On ne revend que les biens résidétudes, en sachant que vous pouvez nous le confier, mais vous avez aussi la liberté de le revendre par vous-même ou de le confier à une structure spécialisée. Hein. Il faut savoir que vous restez le seul propriétaire de cet investissement. Nous, on vous apporte uniquement une solution de gestion, une tranquillité en termes de gestion. Alors, il y avait une question de Armel qui demandait donc s'il existait une protection contre les locataires indélicats, destruction d'équipements ou qui ne payent pas. Merci Armel pour votre question. Donc, il y a aussi eu d'autres questions qui rejoignent un petit peu celle-ci. Donc, effectivement, comme on expliquait, donc c'est le bail locatif qui est la clé de voûte de cet investissement. Et votre locataire, en l'occurrence, c'est nous directement en tant que gestionnaire. Donc, c'est le gestionnaire qui va prendre à sa charge l'entretien et les réparations locatives de l'appartement. Donc ça, c'est vraiment une chose qui vous permet justement les calculs d'éviter d'avoir toutes ces charges ou même le risque de vacances carences locatives. Donc c'est pour ça que le bail locatif est important. Alors, on a Frédéric Tanberger qui nous dit « Les exemples de rentabilité vont trop vite ». On est sincèrement désolé, mais c'est vrai que le temps de ce webinaire étant compté, on a essayé de mettre le maximum d'informations sur notre présentation. Et c'est vrai qu'on a voulu illustrer, on devait à l'origine s'arrêter sur la réponse aux 3 questions, mais on a voulu rajouter justement les illustrations sur les solutions trouvées. Mais je vous rassure, vous allez retrouver, comme vous le disiez tout à l'heure, Marion, le webinaire à partir de demain en ligne. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus et vous pourrez appuyer sur pause pour pouvoir justement revoir tous ces chiffres-là et surtout ne pas hésiter à nous envoyer un mail si vous voulez des précisions. Alors, une autre question de AF qui demande que se passe-t-il si on rentre en France, fin d'expatriation pendant cette période. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, l'avantage fiscal par rapport à ce statut ne change absolument pas. Que vous soyez à l'étranger, que vous rentriez en France, que vous repartiez à l'étranger, ça ne change rien au fonctionnement de ce type d'investissement. Donc, ça continue de la même manière. Il y avait une autre question de Stéphane qui était par rapport au cas numéro 3. Je ne comprends pas ce qu'elle gagne à la fin. Je ne sais pas, Richard, si tu veux revenir sur… Eh bien, notre chère Christelle, c'est l'intérêt aussi du levier financier. Christelle a un contrat d'assurance vie qui lui rapporte en moyenne 1,5% et encore, c'est pas le net. Elle utilise ses 200 000 € pour faire l'acquisition d'un appartement de 300 000 €. Elle va solliciter un crédit pour les 100 000 €, les 110 000 €, frais compris, je crois, complémentaires,
pour lequel elle n'a pas d'épargne qu'elle va devoir mettre dans l'opération. C'est-à-dire que l'opération s'autofinance. Pendant ces 12 ans, finalement, elle a acheté de l'argent à la banque à hauteur de 110 000 euros. Et finalement, le taux du crédit va générer un remboursement forcément, mais de l'autre côté, le loyer va permettre de rembourser et le crédit et de pouvoir justement que l'opération se finalise au moment du départ en retraite. Donc au moment où elle sera à la retraite, son crédit va être fini, elle va avoir non pas un contrat d'assurance vie de 200 000 euros, mais un appartement de 300 000 euros qui va lui permettre justement de pouvoir générer des revenus complémentaires. Et de mémoire, si je ne me trompe pas, elle va recevoir des revenus complémentaires à hauteur de 975 euros, ce qui est impossible avec son contrat d'assurance vie, en tout cas en fonds euros, sur une période de 9 ans et avoir une rente au moment de son départ en retraite. Voilà ce qu'elle a gagné. Alors, une question de Thomas qui nous demande si les assurances sont comprises dans le calcul de rentabilité, donc dans les exemples. Ce qu'on expliquait, c'est que justement, alors effectivement, il y a deux choses dans les assurances. Déjà, au niveau des assurances par rapport à la location, ça, c'est pris en compte par le gestionnaire. Et vas-y, Richard. Non, oui, il y a les assurances. Je disais oui parce que c'est vrai, dans l'exemple, on a les assurances du crédit. Mais c'est vrai que sur les loyers, c'est net de charges d'assurance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assurance à prendre. C'est nous qui prenons en charge l'entretien courant et la réparation locative, mais il n'y a pas de charge de syndic, il n'y a pas de charge de copropriété, il n'y a pas d'assurance du bien, donc pas d'assurance propriétaire non occupant. Donc, c'est net de toute charge. Et ça va peut-être me permettre de pouvoir rebondir sur la dernière question, puisque je crois qu'on vient de dépasser à peine le temps imparti pour ce webinaire, avec une question de Marie-Victoire Vallot, qui nous demande comment pouvons-nous vous joindre. Donc Marion, je te laisse peut-être finir sur cette question pour donner nos coordonnées à nos participants et d'échanger avec eux. Oui, donc à l'écran, on a affiché effectivement donc par téléphone, hein, donc 033 le 01 53 23 25 65. Vous pouvez nous joindre par mail aussi ou bien encore en faisant une demande sur notre site. Donc voilà, n'hésitez pas, de toute façon tout vous sera envoyé. Je voulais peut-être encore répondre à Iman a une dernière question qui demande si on fait que du neuf, aussi de l'ancien. Ce qu'on disait justement, c'est qu'on accompagne aussi sur la revente. Donc, on fait les deux. Voilà, on a des résidences existantes et des résidences, évidemment, en neuf. Il y a encore beaucoup de questions. Donc, on aimerait rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais malheureusement, ça va être difficile. Voilà. En tout cas, merci. Vas-y, Richard. En tout cas, merci à vous, hein, parce que je crois que vous étiez aux alentours de 1500 à vous inscrire. Je crois qu'on a saturé le nombre de participants parce que je crois qu'on était à l'approche des 500 participants et vraiment on vous remercie. On sait que beaucoup d'entre vous nous suivent sur ces webinaires. Encore un grand merci à l'UFE hein, qui nous accompagne pour diffuser ces informations-là. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous appeler, et on sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous assure que c'est très frustrant pour nous de ne pas pouvoir répondre à tout, mais ça nous laissera l'occasion et le plaisir de pouvoir discuter avec vous dans un second temps. Voilà, merci beaucoup. Et encore une fois, vous allez recevoir le replay, donc le PowerPoint sera dans le replay de toute façon. Donc, vous pouvez revoir les exemples et les différents points qu'on a pu aborder avec vous. On vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci.